Bonjour chers amis, un épisode de notre actu en plein air pour ne pas ajouter du confinement au confinement et comme un modeste cadeau à ceux qui sont bloqués chez eux. Dans ma dernière vidéo consacrée au coronavirus, je vous avais averti. Il convient de garder la tête froide devant l'avalanche d'informations et de décisions des pouvoirs publics. Soumis à leurs maîtres comme des esclaves, ils n'ont jamais défendu nos intérêts. Pourquoi cela changerait-il aujourd'hui? Il convenait en effet de ne pas tomber dans le piège d'une pseudo-union nationale face à l'adversité. Derrière le général Macron, le général en chef d'opérette, se foutriquer avec son armée mexicaine de marcheurs, renforcer des supplétifs des médias aux ordres. Ces médias qui sont responsables du désastre actuel et cherchent malgré tout, sans vergogne, à utiliser cette tragédie nationale et même mondiale pour rebondir politiquement et continuer à se goberger sur notre dos. Une semaine après cette vidéo, on est bien obligé de constater que chaque jour apporte de nouveaux éléments à charge contre cette clique maudite dans ce désastre sanitaire et économique qui apparaît de plus en plus comme un des plus grands scandales de ce régime, dont l'existence même apparaît désormais comme un scandale en soi. C'est évident. L'idéologie mortifère de nos dirigeants ne suffit pas à expliquer la tragédie que nous vivons. La corruption a elle aussi joué un grand rôle dans ce désastre qui, divine surprise, aura, j'en suis chaque jour plus convaincu, le mérite d'emporter dans la tombe, avec nos héroïques médecins et nos malheureux anciens, cette République vermoulue, son Union européenne inepte et même l'euro, leur ruineuse monnaie d'occupation. Avant de poursuivre, je voudrais apporter une rectification sur la conclusion de ma dernière vidéo. J'ai dit qu'après la session 2013 des Young Leaders de la France China Foundation, qui avait rencontré Jacques Attali le matin du 2 septembre de cette année 2013, avant d'être reçu à l'Élysée l'après-midi par François Hollande, Emmanuel Macron avait intégré la commission Attali, ce qui est évidemment absurde, puisque cette commission avait été constituée par Nicolas Sarkozy. Gérant associé de la banque Rothschild, Macron avait été promu par Attali en personne en mars 2010. Au moment du déploiement des réseaux chinois en faveur de leurs poulains, Macron est donc déjà dans les circuits décisionnaires des instances mondialistes. Pour ceux que les liens entre le foutriquet et la Chine ont probablement surpris, je les renvoie à ces deux voyages officiels en Chine, dont le dernier en grande pompe et à la tête d'une importante délégation française qui s'est déroulée du 4 au 6 novembre, au moment où j'étais hospitalisé, certainement pour cause d'infection au coronavirus. C'est un hasard quand tu nous tiens. En 2017 d'ailleurs, un partenariat stratégique global a été noué entre Macron et Xi Jinping pour faire progresser la relation bilatérale. C'est à cette occasion que le président français avait promis qu'il se rendrait au moins une fois par an en Chine. Alors en plus de ces réseaux chinois, Macron fréquentait par ailleurs, de même qu'Édouard Philippe, le club du siècle, le fameux club Le Siècle, un des piliers de la puissance subversive en France, ennemi des nations. Édouard Philippe était le chouchou du clone de Macron, Alain Juppé, et il avait dirigé sa campagne des primaires dites de la droite, favorable, comme on le sait, à François Fillon, écarté du jeu politique par la fameuse affaire jugée ces derniers jours de l'emploi comme collaborateur de son épouse. On ne peut pas exclure qu'en plus d'une vengeance sarkozyste, les petits arrangements au sein du ménage Fillon n'aient été révélés par le malheureux candidat centriste de ces primaires, Juppé, et que la nomination à Matignon d'Édouard Philippe ne soit pour Macron le moyen de renvoyer l'ascenseur. C'est comme ça que se serait constituée la dictature oligarchique d'extrême centre que nous subissons depuis 3 ans,
qui a instauré chez nous, sur le modèle des États-Unis, un État profond, énarchique, plutocratique, médiatique, constitué des pires malfaisants. Profondément cosmopolite, inverti et dénationalisé, ils n'ont de français que le passeport. Le fleuron de cette triste collection est le président actuel Macron, qui lui coche toutes les cases. Cette France légale, véritable partie de l'anti-France, hors sol, déconnectée des réalités charnelles, est omnibulée par les déréglementations, les délocalisations et les logiques financières. Leur religion est la suppression des frontières et la destruction des nations historiques. Pas étonnant donc que Macron ait refusé obstinément de fermer nos frontières, prétendant se retrancher derrière celles de l'espace Schengen. Les historiens qui se pencheront un jour sur cette affaire auront à trancher la question de savoir si cette crise sanitaire découle des utopies mondialistes ou si, au contraire, le projet mondialiste entendait se servir de cette crise pour tenter de s'imposer. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf en quelque sorte. On peut en effet se demander s'ils n'ont pas laissé cette pandémie se propager chez nous pour accélérer l'édification d'une gouvernance mondiale. L'aveu vient du gourou de la clique mondialiste, Jacques Attali, qui écrivait dans l'Express du 6 mai 2009, au moment de la crise du H1N1, dans un article transparent, avancé par Peur, parce que pour lui, faire sauter le verrou des nations, comme disait Edmond Rothschild, c'est avancer. Il écrivait, je cite, « Et même si, comme il faut évidemment l'espérer, cette crise n'est pas très grave, il ne faudra pas oublier, comme la crise économique, d'en tirer les leçons, afin qu'avant la prochaine, inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle, ainsi que des processus logistiques de distribution équitable des médicaments et des vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique, écoutez bien, à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. C'est d'ailleurs par l'hôpital qu'a commencé en France au XVIIe siècle la mise en place d'un véritable État. Fin de citation. On le voit, rien de mieux qu'un péril planétaire pour façonner des consciences planétaires. C'était déjà le but de la psychose créée autour du réchauffement climatique, dont nous verrons bien s'il sera atténué par le brusque arrêt de l'activité manufacturière causé par le confinement de rien de moins qu'un tiers de la population mondiale. On le sait, depuis l'affaire Charlie, et ce avant ça d'ailleurs, souvenez-vous, avec l'affaire de Carpentras, rien de mieux qu'un effet de sidération collective basé sur des peurs traditionnelles, irrationnelles, pour renforcer un conditionnement mental déjà bien solide, puissamment ancré dans les mensonges de la Seconde Guerre mondiale, dont découle directement l'idéologie qui s'attaque à nous. Mais l'idéologie mondialiste n'est pas seule en cause dans ce désastre sanitaire du coronavirus. On ne nous vendra pas la responsabilité atténuée de 12 utopistes qui œuvraient pour le bonheur de l'humanité. Personne ne peut croire à cette fable. Au cœur de toute cette histoire, il y a de l'argent, ce foutu pognon. Cet argent, moteur des idéologies libre-échangistes et mondialistes, cet argent qui n'est jamais pour le peuple, mais toujours pour ceux qui sont censés organiser les moyens de sa prospérité. Plus encore que sous ses prédécesseurs, sous Macron, l'argent s'est emparé de tous les domaines de l'existence, de tous les domaines où la marchandisation n'avait pas encore pu s'immiscer. Il n'y a qu'à voir comment ils ont démoli les structures de l'hôpital public en à peine 3 ans pour s'en convaincre, ne comptant pour assurer les soins. Les interventions en ambulatoire se sont généralisées ces dernières années que sur des cliniques privées dont beaucoup ont fermé leurs portes devant la récente menace.
Au moment où l'épidémie envahit la France, le mouvement de grève des urgences concernait 260 services, soit près de la moitié du pays. En janvier 2020, laissés à l'abandon par le gouvernement, environ 1100 médecins occupant des fonctions de chef de pôle, de chef de service ou d'élus en commission médicale d'établissement démissionnaient de leurs fonctions administratives. Mais la clique macroniste est là pour encaisser. Elle est soumise à des lobbies, et notamment l'un des plus puissants, le lobby pharmaceutique. Les épidémies, vous savez, c'est bon pour leur petit commerce. Souvenez-vous du jackpot des vaccins contre la grippe H1N1. En France, Roselyne Bachelot avait acheté 94 millions de doses à Sanofi, GSK et Novartis pour près de 400 millions d'euros. Et ces 400 millions d'euros n'ont servi qu'à enrichir encore davantage ces laboratoires. Agnès Buzyn en est un autre exemple. Elle qui était la reine des conflits d'intérêts, en étant liée avec son mari, M. Lévy, et depuis bien longtemps à de nombreux laboratoires pharmaceutiques tels que Sanofi ou Novartis. Elle qui a imposé, souvenez-vous, 11 vaccins obligatoires pour les enfants au lieu des 3 auparavant. Elle qui, le 13 janvier, a classé en substance vénéneuse et fait interdire à la vente libre la chloroquine que son promoteur, le professeur Raoult, ainsi qu'un nombre chaque jour plus grand de spécialistes de tous les pays, préconisent pour lutter contre le Covid-19. Il aura fallu que Donald Trump en personne s'intéresse à ce médicament et que plusieurs élus influents du sud de la France, dont le maire de Nice, Estrosi, et la députée Valérie Boyer, toutes deux contaminées, se fassent soigner avec cette chloroquine pour que le carcan administratif se desserre un petit peu. Mais aujourd'hui encore, le médicament est réservé aux cas très avancés de coronavirus parce que prétendument dangereux, alors que par exemple, mon père, qui est médecin à la retraite, en prescrivait pour lui afin de traiter des crampes douloureuses sans effet indésirable majeur. Tout est une question de dosage, comme pour tous les médicaments. Agnès Buzyn, députée de n'être plus qu'une étoile morte de la Macronie, c'est-à-dire plus rien, l'a confessé à Ariane Chemin dans Le Monde du 17 mars, elle savait. Elle savait que l'épidémie allait envahir la France et affirme avoir alerté l'exécutif du danger du Covid-19 dès janvier. Donc, si Buzyn savait, le gouvernement savait. Si le gouvernement savait, Macron savait. Pourquoi, alors, ne pas avoir alerté la population et instauré un contrôle sanitaire drastique à nos frontières? Pourquoi avoir maintenu les élections municipales qui, comme prévu, se sont transformées en véritable mascarade? La grande majorité des maires, sortants ou pas d'ailleurs, 30 000, ont été élus au premier tour d'une élection faiblement légitime à cause du niveau d'abstention. Le second tour a été repoussé sans avoir la certitude que les résultats du premier tour pourraient être validés. Tout ça pour ça. Ou plutôt, tout ça pour favoriser la diffusion du virus dans la population. Et l'on apprend aujourd'hui que des assesseurs, des directeurs de bureaux de vote, des maires même ont été contaminés le jour des élections. C'est donc en quelque sorte coronavirus et virus démocratique, même combat. Pourquoi encore ne pas avoir lancé une grande campagne d'hygiène auprès des populations avec des consignes claires au lieu de laisser les médias pris de diarrhée informative dire tout et son contraire à propos de l'épidémie qui frappait la Chine et avançait vers nous? Ils savaient donc. Pourtant, au même moment, le ministre de la Santé déclarait, je cite, que le risque d'importation depuis Wuhan est quasi nul. Le risque de propagation du coronavirus dans la population est très faible. Risque très faible. Vous vous rendez compte? Tout ceci est très grave. Ces déclarations ouvrent la porte à un véritable scandale d'État et un collectif de médecins a d'ores et déjà décidé de saisir la justice. Agnès Buzyn, en ne démissionnant pas et en nous mentant, a fait passer la cohésion gouvernementale et sa petite carrière avant son devoir de garante de la santé publique en adoptant la position d'Édouard Philippe
qui ne croyaient pas au risque sanitaire. Pas suffisamment en tout cas pour faire prendre des risques à l'économie, la priorité du quinquennat, priorité pourtant déjà mise à mal par la révolte des Gilets jaunes et les récents mouvements syndicaux. Mais revenons à la triste situation que nous vivons. Nous sommes en guerre. C'est ce qu'a martelé à 6 reprises le commis de la banque Rothschild lors de son intervention du lundi 16 mars. Loin d'un discours solennel d'un chef de la nation à son peuple, qui énonce des consignes claires et précises, ce discours verbeux ne fut rien d'autre que de la jactance théâtrale d'un général d'opérette. En guerre, d'accord, mais en guerre avec quelles armes? Une guerre sans armes, oui, comme toujours avec ces gens du gouvernement. Ils déclarent les guerres que d'autres font, en l'occurrence ici, tous ceux qui sont en première ligne, sans aucun matériel. Où sont les matériels respiratoires qui permettraient aux médecins et infirmiers de ne pas avoir à choisir qui ils doivent laisser mourir et qui aura droit à la réanimation? Où sont les combinaisons de protection pour le personnel hospitalier, confronté en permanence à ce virus? Où sont les tests de dépistage qui permettraient d'identifier les malades encore en incubation et d'améliorer l'efficacité du confinement? Et où sont surtout les masques qui, contrairement à ce qu'affirment de manière criminelle les autorités, sont les outils de base de protection contre un virus qui se transmet essentiellement par la bouche et par le nez? Déjà informé de ce qui nous attendait, le gouvernement français a envoyé le 18 février, tenez-vous bien, 17 tonnes de matériel médical à Wuhan, la ville chinoise où le virus est apparu. La cargaison comprenait notamment des combinaisons de protection, des masques, des gants et des produits désinfectants selon les informations du ministère français des Affaires étrangères. Tout ce qui nous fait cruellement défaut aujourd'hui, sans parler de notre stock de masques détruits sans être renouvelés en 2013. On peut malheureusement prévoir chez nous une hécatombe de médecins comparable à celle de ces prêtres italiens dont plus de 100 ont déjà péri dans l'exercice de leur sacerdoce. En guerre sans armes, impossible de ne pas penser au gouvernement du Front populaire qui avait offert en 1937 nos avions aux républicains espagnols en lutte contre les armées du général Franco, avions qui nous ont fait tant défaut en 1940 pour lutter contre l'invasion allemande. Lors du dernier discours du 16 mars, Macron a déclaré qu'après cette crise sanitaire, plus rien ne serait comme avant et promis quelques changements radicaux dans l'organisation politique mondiale. Pour une fois, nous serons d'accord avec lui. Ça va secouer très fort. Nous sommes à une période charnière. Il va falloir choisir entre 2 mondes. Le monde chaos des sociétés ouvertes et mondialisées ou le monde avec le retour des nations et des sociétés à échelle humaine basées sur l'ordre et la justice. Là encore, le gouvernement du Front populaire élu en 1936 sur les promesses de pain, de paix et de liberté pour tous n'a apporté que le rationnement, la guerre et l'occupation en 1940. De même, Maastricht, l'euro et le traité de Lisbonne nous ont été vendus comme promesses de prospérité et de libre circulation des biens et des personnes, et nous voilà confinés chez nous, comme si nous avions tous un bracelet électronique, et avec des ruptures de stock de produits de première nécessité sanitaire, sous la menace d'une pénurie de médicaments fabriqués maintenant en Chine ou en Inde. Les mariages sont interdits et les enterrements sont expédiés à la va-vite en catimini. Que de misère, mon Dieu, que de misère. Face à cette répugnante clique de l'État profond, à cet abominable pays légal, le magnifique, l'admirable pays réel. Tous les soirs, nos compatriotes sont nombreux à rendre un hommage, ô combien justifié, au personnel de santé par leur applaudissement. Certains ont pris l'initiative d'arborer les couleurs nationales au balcon. C'est un geste magnifique, un symbole fort de l'unité nationale que nous devons retrouver, en hommage à tous ces Français solidaires qui se mobilisent au service du bien commun et refusent d'abdiquer face à cette épidémie.
En premier lieu, l'ensemble du corps médical, et on annonce les premiers morts. Ceux qui se retrouvent face au virus sans toujours avoir les équipements de protection nécessaires, mais aussi les postiers, les routiers, les livreurs, les éboueurs, tout le personnel de la distribution alimentaire, comme ces caissières qui font face aux clients, les boulangers, les agents bancaires, les forces de l'ordre, les militaires, les prêtres. Et je le répète, plus d'une centaine sont morts en Italie dans l'accomplissement de leur sacerdoce. Il en sera de même chez nous. Et les restaurateurs qui, malgré les fermetures, offrent tous les jours des repas aux soignants, et aussi tous ceux qui continuent à travailler ou télétravailler dans l'adversité. Cette crise révèle et accentue le fossé qui n'a de cesse de se creuser au sein de notre société. Avec d'un côté, et il faudra s'en souvenir, ces racailles des banlieues qui profitent de la situation pour semer la haine et le chaos, et de l'autre, toutes ces personnes qui, dans l'adversité, se redécouvrent peuple, et tout ce peuple qui, loin des menaces du ministre éborgneur Castagnère, se mobilise pour vaincre l'épidémie et se redécouvre nation. Ce phénomène avait débuté avec les Gilets jaunes autour des ronds-points. Il est en train de s'accélérer aujourd'hui dans le combat contre l'épidémie. La nation restera toujours la meilleure protection d'un peuple. La France est plus forte que le coronavirus. Elle survivra à cette nouvelle épreuve, elle qui a surmonté toutes les crises au cours des derniers siècles. Quand nous en aurons fini, quand nous aurons enterré nos morts, une soif inextinguible de vérité et de justice s'emparera de nous. Nous rechercherons et nous trouverons assez facilement, je pense, les promoteurs de ces mensonges qui nous ont fait tant de mal. Après le triomphe de l'indispensable révolution nationale, viendra alors, avec l'ordre nouveau, le temps d'un second procès de Riom. Celui-ci sera conduit à son terme. Comme le dit la chanson, un jour viendra où les traîtres paieront. Ainsi, avant de nous quitter, et afin de respecter les consignes d'hygiène, un salut romain à vous tous. À bientôt pour un nouvel épisode. En avant la victoire, maître chez nous, qui vive France, débarrassée de tous ceux qui la souillent. Je vous remercie.